On va commencer avec une introduction d'une dizaine de minutes de la part de Bénédicte Duvernay sur le travail de Fabien Giraud et Raphaël Sibony. Après, Fabien et Raphaël vont nous présenter leur travail, leur parcours dans une demi-heure, pour une demi-heure, avec des slides. Ensuite, nous allons avoir la projection du film La mesure minérale, qui a une durée, comme vous voyez, de 52 minutes. Et finalement, après la projection, il y aura une discussion entre nous ici et avec vous. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Bénédicte Duvernay pour son introduction. Donc, pour vous parler du travail de Raphaël Sibony et Fabien Giraud, je vais vous proposer un point de départ qui semble un peu éloigné du cinéma, mais qui, je crois, montrera très clairement ce qui nous a intéressés dans leur travail. C'est l'extrait d'un texte écrit par Oskar Schlemmer en 1935, dans lequel il revient sur son ballet triadique, qui est une œuvre chorégraphique de 1922. Et Schlemmer dit ceci: « Non, le ballet triadique n'était pas une plaisanterie mathématique. Ce fut une tentative pour fondre beaucoup d'éléments en partie hétérogènes dans une unité nouvelle. Il ne fallait pas seulement organiser la géométrie du parquet de danse, ce damier plein d'agréments, avec le jeu toujours renouvelé qui s'y déroule et qui exige d'être surveillé. Il y avait la tentative, et c'est là que réside toute la problématique de ce ballet, de faire entrer les danseurs dans des costumes plus ou moins rigides, avec la conviction que leur force physique tout autant que leur force psychique, suffirait à vaincre, par l'intensité du mouvement, la rigidité du vêtement. Il faut avouer que cet affrontement avec la matière ne s'est pas toujours conclu par la victoire du danseur. Mais quand ce fut le cas, quand on réussissait donc à faire passer dans le costume la charge émotionnelle la plus vive, et ainsi à s'approprier ce costume, à l'assimiler en quelque sorte au corps du danseur, alors on avait atteint ce qu'on voulait. » Et donc, si j'ai pris la peine de citer ce passage, c'est que tout un pan de notre recherche a consisté à réfléchir sur la façon dont les artistes ont pensé la machine et la technique dans les années 1920, parce que c'est évidemment du costume comme technique et comme machine dont il était question dans le texte de Schlemmer et dans la suite du texte. Et donc, c'est ça qui nous a intéressés dans le travail de Raphaël et Fabien, à savoir la manière avec laquelle ils ont, dans une certaine continuité avec le travail de Michael Snow, pensé, déplacé le problème de la machine. Donc, Raphaël et Fabien utilisent ce qu'on appelle en général de la haute, voire de la très haute technologie. Cette technologie, c'est celle que mobilise aujourd'hui l'aérospatiale, l'armée, mais c'est aussi celle dont on espère qu'elle rendra l'homme immortel. Ça peut prêter à sourire, mais dès qu'on s'y plonge un peu, on se rend compte qu'un grand nombre de personnes attendent réellement de la technique, qu'elle rende caduque la maladie, le vieillissement et à terme la mort elle-même. La série The Unmanned, dont participe la mesure minérale que vous allez voir, est en partie une réponse au transhumanisme. Et là encore, le terme peut faire sourire, et c'est pourtant une pensée dominante du monde contemporain. Et dans The Unmanned, il est à plusieurs reprises question de Ray Kurzweil. Ray Kurzweil, c'est la grande figure de la pensée transhumaniste et qui est loin d'être une figure marginale parce qu'il a reçu un nombre de prix assez impressionnant. Il a été reçu par plusieurs présidents des États-Unis, à l'ONU, il a travaillé au MIT, etc. Or, ce qui est intéressant, c'est que la pensée transhumaniste est traversée d'un paradoxe. Bien que prévoyant un seuil de singularité technologique au-delà duquel l'intelligence artificielle serait capable de s'auto-générer et au-delà duquel l'homme serait rejeté à la marge, cette pensée est tout entière mue par le désir de mettre les machines au service de l'homme pour rallonger sa vie, retarder sa mort, actionner des objets à distance, etc., etc. Et le paradoxe est illustré par Kurzweil lui-même, parce que son ambition ultime, comme me l'ont dit Raphaël et Fabien quand on s'est vus, c'est de recréer son père décédé. Son père qui était un compositeur, donc recréer non seulement son corps physique, mais aussi sa pensée, sa manière de composer, etc., à partir de toutes les archives conservées de lui.
Donc voilà comment est pensée notamment la machine aujourd'hui, c'est-à-dire comme un moyen susceptible, dans un avenir proche, de coder pour la production de ce qu'on considère être l'essence, le noyau dur de l'être humain. Et tout le projet de Raphaël et Fabien vise, au contraire, à penser la technique indépendamment de l'homme. Donc il ne s'agit plus, comme le souhaitait Simondon à la fin des années 50, de prendre conscience de la réalité humaine dans la réalité technique, dans un humanisme élargi, mais au contraire de renverser la perspective, si vous voulez, et de s'emparer de la technique en dehors de tout étalon humain. La pensée transhumaniste n'est pas sans lien avec ce qu'attendait de la technique dans les années 20 un certain nombre d'artistes, c'est-à-dire un homme augmenté. On peut penser aux futuristes, bien sûr, qui voyaient en elle la possibilité d'accroître ses potentialités. On peut aussi penser à Vertov, qui prévoyait du Kinnock ingénieur qui puisse diriger les machines à distance, ou du ciné-œil qui relaie l'œil ordinaire, quitte à prendre son indépendance par rapport au corps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a chez beaucoup d'artistes de ces années-là une réflexion morphologique sur les transferts et les migrations de matière, les processus de prise de forme, les alliages de substances et les mutations plastiques. Et c'est en particulier le cas chez Schlemmer. Donc le travail de Raphaël et Fabien s'appuie aussi sur une réflexion morphologique, mais ressaisie depuis une toute autre perspective, puisque pour ces artistes-là, les artistes des avant-gardes, il s'agissait toujours de tendre à un homme augmenté. Un homme qui perçoive mieux ou plus, ou au-delà, etc. Au-delà des limites imposées par son propre corps. Et dans le passage que je vous ai cité au début, en décrivant la danse comme un affrontement avec la matière, un affrontement avec le costume, et en envisageant la possibilité que cet affrontement ne se conclue pas toujours par la victoire du danseur, Schlemmer passe assez proche de ce qui est au cœur du projet de Raphaël et Fabien. Mais là où Schlemmer sauve le danseur en lui faisant viser grâce à la charge émotionnelle la plus vive qui doit insuffler au costume, à la technique, ce qui est visé, en fait, c'est la fusion des éléments hétérogènes dans une unité nouvelle, une unité qui serait réalisée en l'homme. Et au contraire de ça, Raphaël et Fabien proposent un point de bifurcation tout autre. À partir d'un même questionnement matériel, il s'agit pour eux de penser l'histoire de la technique et l'historicité des relations, des interactions entre l'homme et la machine en termes de rencontres plastiques, rencontres qui auraient pu produire des résultats très différents de ceux dont nous sommes encore aujourd'hui le produit. Donc, un exemple, c'est les premiers films des frères Lumière. On voit les ouvriers marcher devant la caméra, se serrer dans le cadre et accélérer le pas pour se conformer au temps de défilement de la pellicule. Et donc, dans cette chose-là, Raphaël et Fabien voient un point de bifurcation où la mise en adéquation des corps et de la bobine a lancé le cinéma dans une direction qui informe encore la plupart des films actuels. Mais si c'est un point de bifurcation, ça implique aussi qu'on puisse réinventer, retravailler ces nœuds-là au niveau le plus matériel. Si on cherche, comme il propose de le faire, à affranchir le cinéma de la temporalité et de l'échelle humaine. Et donc c'est là l'ambition de The Unmanned, le cycle de films dont fait partie La mesure minérale, relire l'histoire de la technique en termes de rencontres de matière dont on pourrait nouer différemment les nœuds grâce à des procédés plastiques qui consisteraient par exemple à utiliser les mêmes trajectoires de caméra pour filmer, plaquer ces trajectoires de caméra d'un film sur un tournage différent. Une fois tout ça dit, il vous paraîtra peut-être étonnant de constater en fait que les opérations manuelles ne sont absolument pas évitées dans La mesure minérale, par exemple, et elles sont parfois au contraire manifestes. Au tout début du film, on voit par exemple le reflet de la main d'un caméraman dans une vitre. Et c'est quelque chose qui procède sinon d'un choix délibéré, du moins du fait qu'ils n'ont pas cherché, d'un fait qu'ils n'ont pas cherché à éviter. Et il n'y a pas de paradoxe parce qu'il n'est pas question de pointer l'éviction de l'homme par la machine, et il n'est pas question non plus de poser le problème des usages. Ces deux approches seraient encore trop anthropocentrées. Mais simplement de considérer l'homme comme le produit d'un mouvement morphologique plus profond.
Dans La mesure minérale, il est question de minéraux. Le film a été tourné dans les salles du musée d'histoire naturelle pendant sa fermeture. Et en voyant le film, il faut garder à l'esprit qu'il ne s'agit absolument pas de prolonger l'œil dans l'infiniment grand, ou en l'occurrence dans l'infiniment petit, comme on l'a fait depuis longtemps via la technique, et comme le souhaitaient un certain nombre d'artistes des années 20. Paul Klee, par exemple, qui invitait à prendre conscience des choses situées en dessous de nous. Il ne s'agit pas, en fait, de faire apparaître plus clairement la structure des pierres, comme on peut chercher à le faire avec un microscope dans un musée d'histoire naturelle tel que celui dans lequel a été tourné le film, mais bien de passer des niveaux, de dériver, de franchir les limites de plurivers, et j'emprunte l'expression à Jean-Claude Martin parce que je trouve qu'elle est tout à fait appropriée. Donc franchir les limites de plurivers au gré des nœuds de bifurcation offerts par la matière elle-même. Et il est frappant de constater à quel point la technique peut nous faire parcourir différemment les raies de cette matière qui tout d'un coup sautent aux yeux. C'est particulièrement évident dans La mesure minérale, mais c'est aussi, je trouve, particulièrement frappant dans un des autres films de la série The Unmanned, dont vous allez voir un extrait, qui est celui de l'errance de Ray Kurzweil dans la jungle. Où l'aléatoire du parcours de la caméra, les sauts, les retours en arrière opérés par le drone qui dirige la caméra, rendent plus évidente la multitude des parcours possibles dans une analogie avec la topologie des milieux rencontrés. Milieux qui sont par exemple les mouvements de l'eau, la texture des feuilles, les strates des roches, les mailles des vêtements, etc. Une ville, une campagne, de loin c'est une ville et une campagne. Mais à mesure qu'on s'approche, ce sont des maisons, des arbres, des tuiles, des feuilles, des herbes, des fourmis, des jambes de fourmis, à l'infini. Pascal avait trouvé dans cette pensée, dans ce fragment, une façon de faire affleurer dans l'écriture elle-même l'expérience des sauts, des dénivelations provoquées dans la contemplation du monde par l'oscillation du sujet descripteur. Et le défi auquel se sont confrontés Raphaël et Fabien, auquel ils se confrontent dans leur travail, est de donner forme à des sauts qui auraient lieu non plus entre les unités discrètes d'un monde découpé par ce sujet descripteur, mais en fonction d'autres points de passage. À la singularité technologique prophétisée par Kurzweil, qui, en annonçant l'autonomie des machines, les pense encore comme des choses en soi, il me semble que Raphaël et Fabien répondent par des singularités pragmatiques, autre expression que j'emprunte à Jean-Claude Martin, c'est-à-dire des nouveaux points de bascule, des nouvelles relations de voisinage et des nouvelles voies de frayage dans la matière qui sont autant de ruptures d'essence et de transgression des frontières habituelles entre humain et non-humain, vivant et non-vivant, physis, techné, animal, nature, machine. Et je laisse Raphaël et Fabien vous montrer ce travail. Merci beaucoup à Bénédicte Duvernay, qui, j'ai oublié de dire, est doctorante en histoire de l'art au CETA, le Centre d'histoire et théorie des arts, et fait partie du comité de rédaction de la revue Images Revue. Et maintenant, donc, la parole à Fabien Giraud et Raphaël Sibony. Bonjour, merci Bénédicte pour ta présentation et merci pour l'invitation. Je voulais juste préciser quelques petites choses juste donc, pour qu'on comprenne bien ce dont Bénédicte vient de parler. The Unmanned, c'est deux choses. C'est à la fois une série d'expositions qu'on a initiée l'année dernière au Casino Luxembourg en l'occurrence, qui est en ce moment à Vassivière, au Centre d'art de Vassivière. Mais c'est aussi donc c'est une série d'expositions qui regroupe différentes œuvres et on va en parler, c'est ce qu'on voudrait présenter aujourd'hui. Et c'est aussi une série particulière de films qui racontent une histoire de la technique qu'on a initiée, dont vraiment une série dans le modèle télévisé de la série qui raconte à rebours, et ça on en parlera avec notamment l'épisode sur Ray Kurzweil. Donc c'est ces deux choses-là pour lever l'ambiguïté. Et la mesure minérale fait partie d'une série qu'on va aborder brièvement. On a très peu de temps, mais tout d'abord, je voulais commencer par dire qu'on était très heureux d'être ici avec Michael Snow, puisque c'est quelqu'un qui son œuvre a été très importante pour nous depuis le début de notre travail avec Raphaël, ou même le début de nos discussions quand on était étudiants, il y a une dizaine d'années. Et
Et en fait, cette série, on pourrait dire la série The Unmanned, ou son projet même, c'est tout début, ses prémices, a commencé avec un projet dont on va vous parler, qui s'appelle la vallée Van Uxkule. Donc on voit déjà dans la terminologie qu'il y a un renvoi assez clair à la région centrale, mais la vallée Van Uxkule, donc de l'éthologue Van Uxkule, mais non plus une région centrale ou une montagne, mais une vallée. Nous, ce qui nous intéressait dans ce projet-là, qui consiste, dans son dispositif est très, très, très simple, il est beaucoup plus simple que la région centrale, c'était de prendre une caméra, d'enlever le corps optique, donc toute la partie des objectifs, des lentilles, et d'exposer directement le capteur de la caméra à un coucher de soleil. Donc le film est juste un coucher de soleil qui dure donc 35-40 minutes en fonction. Et tu peux là, en fait, ce que vous voyez derrière, c'est une photo du tournage, du premier tournage qu'on a fait en 2009 quand on était en Australie. Et donc on est parti en fait tourner un coucher de soleil dans le désert australien. Et je pense qu'à l'époque, ce qui nous intéressait, c'était aussi par rapport au sujet qui nous intéressait quand on s'est rencontré avec Fabien, aux questions du début du cinéma et aussi des questions plus documentaires, d'essayer de revenir à travers des vidéos à, on va dire, vraiment les premiers temps du cinéma, et notamment ce moment qui nous intéresse depuis, à savoir le moment où le cinéma n'était pas encore ce qu'il est devenu, c'est-à-dire qu'on avait inventé la caméra, on avait inventé le cinéma, mais on ne savait pas encore vraiment quoi faire de cette chose qu'on avait inventée. Et c'était encore une sorte une machine de vision comme ça, mais qui enregistrait, on va dire, une certaine quantité de lumière au final, quoi. Et du coup, on a essayé de faire un film, de faire le film qui soit le plus simple possible, presque vidé en fait de ce que le cinéma de ce qu'est le cinéma. C'est-à-dire qu'on a donc pris une caméra pointée en direction du soleil, dont on avait retiré l'optique, et donc c'est vraiment le capteur de la caméra qui reçoit la lumière du soleil. Et c'est comme on va dire que le cinéma, on pourrait dire que c'est tout ce qu'on met habituellement entre ces deux choses, à savoir d'un côté une émission de lumière et de l'autre côté un capteur. Et en fait, bon, évidemment, entre ces deux choses, normalement, on inscrit un récit, on met des acteurs, on met un décor. Et on a essayé de retirer tout ça et de faire un film qui serait réduit à l'expression d'un seul facteur. Et en l'occurrence, là, ce serait juste un film qui serait l'expression d'une quantité de lumière en diminution. Oui, et juste pour... je sais pas si... Oui. Juste pour... oui, on peut montrer un extrait, puisque c'est une série de films, il en existe aujourd'hui 5, puisque, en fait, pour bien comprendre le principe, à chaque fois qu'une nouvelle résolution de caméra, c'est-à-dire une nouvelle quantité de pixels sur un capteur arrive sur le marché des images, on retourne dans le désert filmer ce coucher de soleil. Donc on en est à 5 pour l'instant, puisqu'on a commencé avec le format DV, donc 720-576, et maintenant on est à 5K, qui correspond, je ne sais plus combien exactement. Oui, 5000 et quelques pixels par 2700. Voilà. Et là, on est en attente, parce qu'il n'y a pas de caméras pour l'instant qui vont au-delà de ça, en tout cas pour les civils, comme on dit. Et pour nous, il y avait aussi cette idée, en fait, qu'on commence... certains scientifiques commencent à estimer justement en mégapixels la résolution de l'œil humain, qu'ils estiment pour l'instant à 570 mégapixels. Et la question qui nous intéressait à travers donc, faire des films qui soient juste des pures expressions d'une quantité, en fait, vraiment le même film à des résolutions différentes, c'est aussi ce point après lequel, en fait, d'essayer de penser ce moment où les caméras sont capables de filmer à des résolutions supérieures à ce que l'œil humain peut percevoir, et qui pour nous, en fait, pose une question très simple, qui est celle de l'adresse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut filmer à une résolution supérieure à ce qu'on peut percevoir,
pour qui est-ce qu'on filme et à qui s'adressent ces images en fait. Et pour aller très vite, ce film, cette série de films qui est donc infinie et qui pourrait se prolonger bien après nos propres existences, puisque c'est un protocole très simple. Ce film, et c'était vraiment une réaction ou une expansion de la région centrale. On l'a pensé comme ça. Donc c'est parfait qu'on l'ait vu hier, puisque vraiment cette idée, en fait, je pense que cette idée c'est pour ça qu'on l'a appelé la vallée Van Uxküll, c'est que ce qui nous paraissait, dans la région centrale, ce qui nous paraissait important, c'est qu'il y a une espèce d'épuisement du phénomène de vision. On épuise et on va jusqu'au bout, et on est presque collé sur la sphère de la perception, comme ça. Tout se révèle. Mais ce qui nous intéressait, donc ça c'est la chambre dont parlait Michael tout à l'heure, c'est vraiment la caméra et la chambre. Ce qui nous intéressait, c'est par rapport à ce dont parle Van Uxküll dans les mondes animaux, mondes humains, c'est cette idée qu'entre les mondes perceptifs, il y a des creux entre le monde de la mouche et le monde de l'araignée. Des fois, ces mondes rentrent en contact, mais par des phénomènes de prédation, mais sinon sont totalement indifférents et aveugles les uns aux autres. Et donc ça, c'est ces vallées, c'est ces gouffres entre les sphères phénoménologiques. Et donc c'est plutôt là pour peut-être un prolongement de ce que disait Michael tout à l'heure. C'est presque un cinéma qui essaierait de, ce qui nous intéresse du moins, de penser sans la chambre. C'est-à-dire que c'est plus une chambre, où la chambre est rétroversée. On serait entre les chambres. Et c'est quoi ces lieux-là? Et la vallée, cette série des vallées, surtout quand elles sont projetées toutes ensemble, avec cette idée de vraiment réduire le cinéma à juste une pure ouverture comme ça au monde, c'était vers ce genre d'indifférence vers lequel on voulait aller. Avec cette idée aussi, et je pense que c'est là où notre travail récent a vraiment trouve son origine, c'est cette idée aussi de proposer un film qui ne soit plus, qui soit vidé en fait de toute figure humaine, mais aussi pour nous en retirant le bloc optique et donc tout ce jeu de lentilles qui ont été polies comme ça par les hommes pendant des siècles pour obtenir une image proche de la vision humaine et donc courber en fait les rayons du soleil pour en faire une image proche de notre vision. Retirer cet élément technique, c'était aussi proposer une image qui ne passe plus, en fait, qui ne soit plus courbée par l'œil humain et en fait proposer une expérience dans laquelle l'homme n'est plus au centre. On peut voir le film, mais ce film n'est pas vraiment fait pour nous. Et du coup, vu qu'on doit avancer très vite, on peut parler des mesures et de la série, donc de cette autre série de films dont on présentera la mesure minérale en entier. Pour l'instant, il existe 2 films de cette série, la mesure Louvre, dont on peut montrer très brièvement un extrait, qui a été tourné dans les sous-sols du Louvre, sous l'école du Louvre, que vous devez connaître. C'est un film sur la machine, ou sur et avec la machine qui figure sous le Louvre, qui est l'accélérateur de particules, le canon à particules, qui est une machine d'analyse en vue de la restauration des œuvres. Mais qui est, pour le dire très vite, cette idée, l'idée de cette série des mesures, c'est justement par rapport à ce que disait Raphaël, c'est comment est-ce que, si on pense que le cinéma a été calibré sur la mesure humaine, c'est-à-dire que son étalon, c'est le corps, c'est en l'occurrence le premier, c'est le corps des ouvrières des usines qui sont sorties, c'est ce calibre, cet étalon-là. Qu'est-ce qui se passe si on calibre le cinéma sur autre chose que les corps, et sur un autre étalon? Là, on a essayé de montrer dans le face-à-face de 2 machines de vision, parce que c'est une machine de vision, la mort d'un certain type d'image, peut-être d'un certain régime de vision, parce que là, on le montre un spoiler. On va faire un spoiler. Donc là, c'est un film qui est un très très long travelling robotisé pour le coup,
le long du canon à particules jusqu'au moment face à face frontal comme ça du canon à particules qui fonctionne, qui est en fonctionnement, et de notre caméra jusqu'à la mise à mort, l'aveuglement du capteur et sa destruction par le faisceau de particules. Donc il y a une espèce de basculement entre deux types de régimes de vision. L'un qui était le nôtre, la chambre en question, dont parlait Michael tout à l'heure, et un autre dont très clairement nous sommes exclus, puisque pour le voir, il faut mourir en fait. Le film dure 35 minutes, là on en voit juste la fin, la toute fin. Donc là, ce qu'on voit, c'est vraiment ces dernières 5 minutes où la pointe, c'est la pointe du faisceau. Je dois dire, pour défendre, pour toujours, on est obligé de le dire qu'on a poussé la machine très, on l'a mise très forte, parce qu'évidemment, elle n'est pas destructrice en tant que telle. Parce que sinon, toutes les œuvres qu'on y présenterait seraient réduites à peu de choses. Voilà. Le deuxième film dans la série des mesures, c'est donc la mesure minérale qu'on présentera dans son entier. Avant la mesure végétale qu'on prépare, on part au pôle Nord là, dans 2 mois pour tourner la mesure végétale, et la mesure animale qui finira cette série. Mais donc la mesure minérale, ça a été donc toujours dans le même projet, dans cette même idée de décentrer les talons de la mesure cinéma. Si le cinéma est un certain type, une manière de se mesurer au monde, comment est-ce qu'on pourrait démesurer le cinéma, ou en tout cas tenter ça. Et on s'est dit, qu'est-ce que ça voudrait dire faire un film à l'échelle temporelle des pierres ou du minéral. Évidemment, le minéral ayant son mouvement propre, dans son échelle propre, comment est-ce qu'on pouvait essayer de synchroniser ou de calibrer les mouvements du cinéma, celui qui a été calibré sur les mouvements des corps, à ce temps totalement hors cadre ou hors norme du temps minéral. Avec justement ce rapport qu'on a tenté de faire entre la chambre et on va dire le cinéma, et cette tentative en fait, l'entreprise du musée qui consisterait à faire rentrer, on va dire, la démesure du monde et la rendre à la mesure des hommes en fait. Et du coup, on a vraiment le film que vous allez voir. Là, ce que vous voyez, c'est une photo qu'on a prise parce qu'on a fait une série de photos, puisqu'en fait le bâtiment de minéralogie est fermé pendant sa rénovation. On a vraiment donc le film que vous allez voir est une succession de plans entre donc une caméra qui se déplace au super ralenti, donc à 2500 images par seconde, donc à ralenti 100 fois, où 1 minute dure du coup 1h40. 1 minute filmée dure 1h40 de projection. Il y a une alternance entre donc les allées vides de ce musée qui est presque en train de retourner à un état minéral. Le bâtiment lui-même retourne au minéral. Et en fait des gros plans sur un échantillon des collections du muséum de quartz, avec cette idée qu'on a voulu mettre en place d'une sorte de face-à-face en fait, entre 2 pierres, entre 2 états d'une pierre, au sens où le quartz c'est du silice, et le capteur de la caméra c'est du silicium. Donc il y a vraiment cette idée de juste placer face à face ces 2 états d'une même pierre et filmer en fait filmer cet abîme en fait qui existe entre ces 2 états. Et il y a d'autres images ou sinon on peut parler de The Unman pour terminer peut-être. Donc The Unman, la série elle-même. La série, donc ça c'est encore des images de la mesure minérale, et avant le film qu'on va montrer, mais sinon on peut parler de The Unman. Donc The Unman, c'est
une série de films qui vraiment, comme je l'ai dit, sur le modèle de la série télévisuelle, composé de 3 saisons, avec chaque saison fait 8 films, est composé de 8 épisodes. Pour l'instant, on a tourné 3 épisodes de cette série. On a juste commencé cette année. Et on a commencé notamment, là on va montrer deux extraits. L'un se passe en 2045, donc c'est vraiment une histoire, hein, donc, avec à chaque fois une date, un épisode est une date, et une reconstitution, la reconstitution d'une scène, vraiment sur le modèle des reconstitutions historiques des films de la BBC, sur la technique, ce genre de choses, et en costume. Bon, et on a commencé donc dans une reconstitution d'une scène dans le futur, qui est donc ce qu'on a appelé la mort de Ray Kurzweil. Donc Ray Kurzweil étant le personnage dont a parlé Bénédicte tout à l'heure, personnage qui maintenant appartient à Google et qui est un des grands gourous du transhumanisme, et qui a comme projet, donc comme l'a évoqué Bénédicte, qui a comme projet de faire renaître son père mort dans les années 70, et très bientôt, sous une figure mi-homme, mi-machine. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de réaliser ce fantasme, qu'il soit réellement avec son fils père, donc. Mais avant tout, peut-être plus par rapport à ce dont on parle ici, c'est la question du temps suspendu, c'était de commencer une histoire, vraiment une histoire, c'est-à-dire une chronologie, par un point limite de l'histoire, qui est le moment où les fils engendrent leur propre père. C'est le moment d'une brisure généalogique, donc d'une brisure dans la temporalité même, ou de l'idée même de qu'est-ce que c'est qu'un processus qui en engendre un autre. Et si les fils engendrent leur père, alors on bascule dans un autre registre de ce que nous pensions être le monde. Et on voulait commencer par là, ce point limite. Et c'est un film, donc c'est une errance du fils et du père, du père et du fils, dans une forêt, dans la jungle mexicaine. Mais ce qui est peut-être plus important à adresser ici par rapport à ce dont on vient de parler ce matin, c'est que c'est un film entièrement tourné par des drones, avec des drones. Avec cette idée, parce qu'en fait, cette question de la généalogie, d'une rupture dans la généalogie qu'on a posée, dans la narration, on se la pose aussi dans les techniques de montage qu'on a utilisées. Il y a une structure très particulière avec des plans qui se répètent plusieurs fois à l'intérieur du film et qui matérialise également une sorte de butée en fait, pour le spectateur. Et il y avait cette idée évidemment en utilisant le drone, en commençant en fait par un film entièrement tourné avec un drone, en fait, c'est aussi un point de rupture au sens où l'histoire du cinéma a été aussi celle de, on va dire, trouver le point juste depuis lequel filmer le monde. On pourrait revenir jusqu'aux Frères Lumière. Et là, d'un seul coup, ce qui est intéressant avec les drones, qui sont aussi des techniques beaucoup utilisées pour l'instant par l'armée, par les militaires, c'est que d'abord, donc, ce sont des caméras donc, mobiles qui ne sont plus vraiment opérées par une main humaine au sens justement de l'opérateur lumière. Donc il y a plus vraiment de point de vue en fait, c'est une sorte de balayage comme ça, c'est un flux d'images où aucune image n'a plus d'importance qu'une autre, il n'y a aucun point de saillance, aucune émergence particulière, c'est juste des espaces qui sont balayés. Et ce qui est intéressant aussi avec les drones, c'est que le problème actuel de l'armée, en fait, c'est que très vite, on va tourner beaucoup plus d'images qu'on est capable de voir et d'analyser. En l'occurrence, pour l'armée, d'analyser si des menaces sont présentes sur le terrain qui est observé. Du coup, on est en train de développer, l'armée est en train de développer, pas nous, l'armée est en train de développer des logiciels et des systèmes, des algorithmes en fait, qui sont capables, qu'on éduque pour aller chercher en fait des potentielles menaces dans l'image. Et donc, on a cette situation où on a des images qui ne sont plus vraiment produites par la main de l'homme, mais qui ne sont plus non plus faites pour être vues par l'œil humain en fait. C'est-à-dire que les logiciels vont aller chercher des motifs dans ces images et vont les présenter en fait à une personne qui va devoir
avoir la décision finale sur oui, est-ce que c'est une menace ou pas. Et donc ouvrir sur cet état de l'image, c'était aussi une manière en fait, je pense que ce qu'on a essayé de faire avec The Unmanned, donc qui veut dire l'inhabité, parce que quand on parle de Unmanned Vehicle, c'est les drones justement, mais qu'on prenait aussi au double sens de quelque chose qui serait non humain ou hors humain, puisque tout l'enjeu de cette série, c'est de faire une histoire de la technique non humaine, on va dire. Enfin, c'est vraiment une tentative d'une histoire de la technique non humaine, mais depuis cet espace très, 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 très particulier qu'est en fait la technique du cinéma. Donc, c'est là où il y a... Non, je sais pas parce que je vois le temps qui défile. Ouais, et on peut montrer le dernier. Oui, on peut peut-être montrer. Là juste peut-être un peu plus des personnages, parce qu'on voulait vraiment faire, par rapport à ce que disait Raphaël sur les drones, c'est qu'on voulait faire un film intime avec des drones. Justement, puisque c'est ce type de captation, ce type de filmage sans échelle, et d'essayer de pouvoir mêler les échelles de l'intimité du rapport d'un père et son fils, ou d'un fils et son père, et de pouvoir comme ça basculer entre toutes les échelles, entre l'échelle de la masse de la forêt jusqu'à l'échelle de l'intimité. Donc là, le drone permettait justement de déréguler comme ça ces rapports. Je me souviens ce que je voulais dire. Ouais. En fait, c'est vrai qu'en fait, tout le cheminement qu'on a eu d'abord avec la vallée minuscule, puis la série des mesures, où on essayait justement donc c'est des films qui sont complètement vidés de toute figure humaine, mais aussi qui travaillent dans des échelles de temps ou d'espace parfois totalement extérieures en fait aux temporalités humaines. La question avec The Unmanned, ça a été justement de comment en fait ramener une figure humaine, donc ramener des personnages et ramener des sortes de ruines, un peu de récits. Comment filmer ces figures comme précédemment on avait filmé des pierres en fait, et de ne pas avoir d'essayer de ne plus avoir de hiérarchie entre un arbre et un cours d'eau et un visage, et que tout ça soit filmé sur le même plan. Et pour finir, on peut présenter l'épisode de 1997 qui est donc qui s'appelle The Brute Force, et qui montre donc c'est l'épisode qui vient après celui-ci directement chronologiquement à rebours, donc 2045-1997. 1997 présente le moment juste après la défaite de Garry Kasparov contre IBM Deep Blue en 1997, donc qui était la revanche de Kasparov contre Deep Blue, qu'il a perdu, donc une partie d'échecs bien connue. Et c'est la première fois qu'un homme, disons père, et pas n'importe lequel, le champion d'échecs, perd devant la force brutale et une certaine bêtise de l'algorithme et de la pure l'écrasement de ce qui s'appelle en informatique de brute force, justement la force brutale. De calculer des millions de possibilités à la seconde, alors que l'homme ne fonctionne pas comme ça, fonctionne plutôt par pattern recognition, par prévision, mais sur des... C'est pas du tout le même genre d'échelle de quantification. Et donc là, on avait recomposé le décor à l'identique, vraiment le décor de la défaite, en 97, qui était le plateau télé, en fait, où ça avait été tourné. Juste après le moment de l'image célèbre où Garry Kasparov part en levant les bras et s'en va, et il reste le plateau vide, on s'est dit c'est là qu'il faut le saisir. Mais la manière dont on l'a tourné, ça c'est important aussi par rapport à ce qu'on a vu hier, c'est que la technologie utilisée par Michael il y a quelques années déjà, maintenant est devenue une technologie totalement intégrée au cinéma, et notamment à travers des machines de motion control, des bras robotiques, et qu'on a donc utilisé là pour tourner 2 fois la même scène, la même séquence,
qui a 2 échelles différentes. Donc vous voyez ce que c'est un, je ne sais pas si on a des images de ça, non, c'est sur des rails, une machine assez imposante, encore plus grosse que celle de la région centrale, qui permet d'avoir des degrés de liberté assez complets et surtout une précision, de répéter les mouvements avec une précision vraiment au micron. Et donc là, on voit, ce qu'on voit, c'est un film qui a été fait à l'échelle 1:1, c'est-à-dire avec un objectif, je ne sais plus quel était l'objectif, 200 mm macro. Voilà, et c'est-à-dire que 1 centimètre dans la réalité faisait sur le décor, disons, fait 1 centimètre sur le capteur de la caméra. Et donc c'est une espèce d'errance comme ça sur la scène. Et c'est un film qu'on a, donc cette séquence-là qui dure 13 minutes, qui est rejouée, qui est refaite avec un autre objectif, là du coup 35, à l'échelle la plus habituelle, disons, de ce qu'on connaît comme vision, avec cette idée que le film pourrait se répéter à l'infini à différentes échelles. Il y en a 2, mais il pourrait y en avoir une infinité. Avec cette idée qu'une fois l'homme est retiré en l'occurrence Garry Kasparov, mais l'homme dans son ensemble retiré de la scène, il reste un monde sans échelle propre, évidemment, juste livré à une défaite de l'échelle. Et cette idée, donc par rapport à cette notion de brute force, de force brute, pour ceux qui ne savent pas, en fait, par exemple, on va dire pour craquer un mot de passe, on a 2 solutions. En fait, soit on essaye de réfléchir à quel est le mot de passe que l'utilisateur a pu créer, et donc on va aller chercher des dictionnaires ou des choses des mots qui veulent dire quelque chose et essayer de trouver des logiques de création de mots de passe. L'autre solution qui sera du brute forcing, en fait, c'est de juste essayer toutes les combinaisons possibles de 2 lettres, de 3 lettres, de 4 lettres, en intégrant les caractères spéciaux, etc. Donc c'est une technique qui demande beaucoup plus de temps et qui est beaucoup plus la technique la plus bête qui soit, c'est-à-dire d'utiliser toutes les combinaisons. Et ce qui nous intéressait avec cet épisode de Kasparov contre Deep Blue, c'est que c'est justement le premier moment où la force brute des ordinateurs, c'est-à-dire leur capacité à essayer toutes les possibilités sans aucune discrimination qualitative, on va dire, à écraser en fait l'intelligence humaine. Et donc on a vraiment essayé de faire la même chose dans la manière de filmer, c'est-à-dire de penser un mouvement de caméra qui a des échelles différentes. C'est comme si on essayait même si ça veut rien dire ce que je veux dire, mais en fait de brute forcer en fait le décor et d'en explorer tous les recoins, tous les détails, sans aucune discrimination, sans essayer de ne rien montrer en fait. C'est juste une exploration de cet espace. On peut montrer juste pour finir ce qu'on vient de voir, mais à l'autre échelle, c'est-à-dire le film reprend son milieu. Sachant qu'en fait, on n'avait pas la manière par laquelle on a tourné le film, on n'a jamais fait de changement de la netteté. Et en fait, ce qui donne la netteté, c'est la distance de l'optique aux objets qu'on a filmés. Donc on a vraiment d'abord tourné la scène en macro en s'arrêtant sur les différents objets. Et ensuite, la deuxième partie, c'est la répétition de ce mouvement de 13 minutes. À la différence que là, on est au 30 ou 35 mm. Et donc, il y a une inversion, à savoir que tout ce qui est au premier plan, en gros, ce qu'on voit dans la première partie, c'est ce qui est au centre de l'image. Et donc là, dans cette deuxième partie, tout ce qui est au premier plan est flou et c'est l'arrière-plan qui est net, inversement à ce qui est tourné dans la première partie. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là, montrer la mesure minérale et puis si jamais on a du temps avant le déjeuner, de discuter. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il y aura vraiment beaucoup à discuter après, mais peut-être nous passons directement maintenant à la projection.